WhoDrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. WhoTalk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de notre série de podcasts Itinéraire sur la chaîne WhoTalk. Je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Idriss Aberkane qui nous a fait le plaisir de venir nous voir en direct. Bonjour Idriss. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences. Vous animez un nombre assez impressionnant de conférences. Vous êtes également professeur à Polytechnique, Centrale Supélec, et vous avez aussi un esprit entrepreneurial, je crois. Vous avez développé notamment une plateforme d'e-learning. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur votre biographie. Alors, je vous vois interdit. J'espère que je n'ai pas du tout. En fait, j'ai été enseignant à Centrale Supélec, c'est exact. À Polytechnique, j'ai été que jeune chercheur, c'est le terme officiel. Par contre, professeur, c'était dans le MBA de Mazars, effectivement, où je faisais la Learning Expedition de Silicon Valley. Notre vocation avec cette chaîne de podcast, c'est de comprendre bien évidemment ce qui se passe, mais aussi d'essayer d'identifier les éventuelles opportunités qui se présentent à nous en tant qu'être humain grâce à ces évolutions-là. Et donc précisément aujourd'hui, ce qui nous intéresse d'évoquer avec vous, Idriss, c'est les impacts de cette crise sanitaire sur l'humain en particulier, ses habitudes, ses comportements, ses réflexes. Qu'est-ce que potentiellement cela va changer en prenant un prisme le plus positif possible, non pas qu'on ne veuille pas voir le négatif, mais on trouve qu'il est suffisamment traité par ailleurs. N'est-ce pas ? Alors, rendons à César ce qui est à César. Il y a une personne dont je pense qu'elle eût été infiniment plus brillante à ma place ici et que je recommande à chaque fois pour comprendre la crise, c'est Nassim Nicolas Taleb, auteur donc d'une série d'ouvrages qui s'appelle Incerto, sur l'incertitude. Et c'est une très belle collection. Et Nassim Nicolas Taleb donc est un Libano-américain spécialisé en finance, c'est un probabiliste de formation, donc le hasard c'est sa spécialité. Et ça fait en fait 15 ans qui nous alerte sur ce qui se passe. Il avait anticipé la crise de 2008, il avait anticipé les conséquences de la crise du coronavirus, même si évidemment il n'avait pas prédit que ce serait un coronavirus. Concrètement, Taleb avait compris beaucoup de choses. Et un des concepts que je voudrais transmettre aujourd'hui, parce que c'est un concept qui peut nous rendre optimistes, c'est celui d'antifragilité. Antifragilité. Alors ça a l'air savant comme terme. En fait, c'est très très simple. L'antifragilité, c'est « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est le titre d'un des bouquins de Nassim Nicolas Taleb. Et on peut définir l'antifragilité de façon un peu plus précise. Pas seulement « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais imaginez, là, vous m'avez offert très gentiment une tasse de thé. Et cette tasse de thé, si jamais je la laisse par terre, la laisse tomber par terre, elle va se casser parce qu'elle est fragile. Si après que je l'ai laissée tomber, elle se cassait pas, on aurait dit qu'elle était résiliente ou robuste. Voilà. Mais antifragile, ce serait si après l'avoir laissée tomber, eh bien, j'aurais pu la laisser tomber d'encore plus haut la prochaine fois parce que le choc l'aurait renforcée. L'antifragilité, ça caractérise les systèmes intelligents. Alors normalement l'humanité, les humains en général, mais et pas les tasses. Voilà, et pas les tasses. Donc les trucs inertes, effectivement, les trucs inertes et prévisibles en général sont fragiles. Plus on est prévisible, plus on a tendance à être fragile. C'est ce que Taleb conclut. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il dit en fait, finalement, un système qui est suroptimisé, il a tendance à être fragile. Et nous, nos chaînes d'approvisionnement, donc toutes nos supply chains dans le monde, notre façon de fonctionner en fait, à l'échelle macroéconomique, le fait de produire en Chine, toutes ces choses-là, notre façon de fonctionner a été suroptimisée des années 70 jusqu'à aujourd'hui, quasiment sans discontinuer. En fait, c'était pareil dans le monde de la finance. La crise des subprimes, c'était avant tout une crise de suroptimisation des titres financiers, jusqu'à l'excès, en faisant un pari qui avait l'air complètement sûr, à savoir que le marché immobilier américain ne baisserait jamais, puis pas de chance, il a baissé. Et en fait, cette suroptimisation crée de la fragilité. Donc, ce que dit Taleb, c'est un système qui craint le hasard, il est fragile. Un système qui se renforce dans le hasard, il est anti-fragile. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'entrer dans un changement de civilisation complet où en fait les systèmes antifragiles vont être privilégiés, que ce soit les entreprises, les individus. Beaucoup annoncent la fin du salariat pour ces raisons-là, etc. Les individus, comme les familles, comme les entreprises et comme les nations, sont en train d'entrer dans l'ère de l'antifragilité, dans une ère où le hasard va être une constante et on pourra plus prétendre qu'il n'existe pas, on pourra plus créer des systèmes suroptimisés qui considèrent que le lendemain va ressembler à la veille. Et ça, c'est très excitant, en fait. Ça va créer des opportunités pour tout le monde.
Merci pour cette introduction qui déjà nous fait part de pas mal de concepts. Qu'est-ce que cette crise en fait a pu générer en fait au niveau des individus? Est-ce que selon votre point de vue, cela a renforcé l'individualité? Il y a une forme, on parle beaucoup de repli sur soi, on parle aussi peut-être d'angoisse maintenant, ce sont des thématiques qui arrivent souvent, de peur de l'extérieur aussi. Est-ce que ce qui est arrivé aujourd'hui a un impact positif? Alors c'est certainement pas binaire, mais j'aimerais juste entendre en tout cas vos impressions. Est-ce que ça vient renforcer l'individualisme qui était quand même déjà assez présent dans notre société, ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être cette envie et cet appel à retrouver effectivement une forme de vie sociale plus forte? Alors, il y a un naturel chez l'humain, qui est un naturel pour le coup neuroscientifique, notre cerveau est câblé comme ça, de donner beaucoup plus d'attention aux mauvaises nouvelles. C'est normal, hein. Ça vient d'un principe en biologie qu'on appelle le Life Dinner Principle, le principe vie-dîner, qui est très simple à expliquer. C'est pourquoi le lapin court plus vite que le renard. Parce que le renard, il court pour un repas et le lapin, il court pour sa vie. Et en fait, dans le cerveau, les mauvaises nouvelles en général sont associées à un risque de mort, alors que les bonnes nouvelles sont associées à une chance de manger ou de se reproduire. Or, une chance de manger ou de se reproduire, on peut la rater. Alors qu'un risque de mort, a priori, si on l'a mal vu, on va mourir, on n'aura pas de deuxième chance. Donc, biologiquement, le cerveau, et pas que chez l'humain, donne plus d'attention aux mauvaises nouvelles. Et nous conditionne à regarder d'abord les risques, d'abord les mauvaises nouvelles, avant de regarder les opportunités. Donc c'est normal. Et dans quel cas, alors, le cerveau donne la prédominance aux bonnes nouvelles? Alors, ça peut être la saturation. Ça peut être le fait qu'on a eu que des mauvaises nouvelles pendant des mois. On y est presque, non? Exactement. Je pense totalement qu'on y est, effectivement. Il y a d'autres cas. Facebook avait fait tout un tas d'analyses là-dessus. Il y a plein de situations dans lesquelles les bonnes nouvelles peuvent recevoir plus d'attention humaine que les mauvaises. Quoi qu'il en soit, donc dans cette situation, on voit pour l'instant les conséquences négatives de ces changements sociaux, de ces changements culturels. C'est aussi culturel. Qu'est-ce que vous voulez dire par changement culturel? Ne serait-ce que le port du masque. Là, dernièrement, on voyait que les Asiatiques le faisaient, avaient plus de facilité à le faire. Évidemment, maintenant, c'est les Asiatiques qui sont les premiers à l'enlever, ce qui est paradoxal, alors que c'est nous maintenant qui sommes les premiers à dire qu'il faut en porter peut-être 2 ou 3 ou 4, etc., dans des excès de plus en plus, qui confinent à la psychologie des foules, bien plus qu'évidemment à la médecine. Mais au-delà de ça, c'est toute la sociologie du travail qui est effectivement revisitée. Donc, les agents immobiliers confirment que maintenant, des résidences à la campagne qui étaient invendables pendant 10 ans se sont vendus comme des petits pains, parce que c'était beaucoup mieux d'être confiné dans une grande baraque à la campagne avec une petite marche en forêt à 2 pas et aucun policier pour vous contrôler. Et pour utiliser du wifi. Mais oui, exactement. Alors maintenant, de toute façon, avec la 4G, etc. Mais d'une façon générale, on a une redistribution, on aurait peut-être un exode urbain. C'est ce qu'on voit à San Francisco, par exemple. Et c'est massif. Et à New York, je crois également. À New York, oui, dans toutes les zones où l'immobilier avait atteint son point de saturation. Alors c'est pas encore tout à fait le cas à Paris, même si il y a eu une redistribution claire et nette pendant toute l'année 2020 des demandes vers d'autres villes plus périphériques et même vers la campagne. Mais en tout cas, New York et San Francisco ont assisté à un exode urbain massif. Et alors pourquoi c'est pas le cas à Paris, d'après vous? Je pense que Paris est un peu en retard sur ce genre de tendance, ça commence à être le cas. On voit les signes, encore une fois. Les Bordelais l'ont vu, les Marseillais l'ont vu. Certes, Bordeaux et Marseille, c'est pas la campagne, mais après Bordeaux et Marseille, on a aussi vu carrément donc des résidences à la campagne s'arracher. Donc ça va être le cas à Paris, nécessairement. Et ça, d'un point de vue sociologique, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les gens partent, aillent vivre à la campagne? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France, par exemple? Oui, et pas que pour la France, parce qu'on avait atteint un excès. On sait que on était parti vers 75% de la population mondiale qui vivrait en ville. Ça a tout un tas de conséquences. On sait même sur le plan environnemental, etc. Le fait de se rapprocher de la Terre a aussi tendance à faire que les gens soient plus conscients des rythmes biologiques. On a, par exemple, il est réputé que dans les villes, il y a une certaine épidémie d'hypercortisolémie. Donc le cortisol, c'est l'hormone de stress. Et on a en fait un dérèglement assez souvent de ce qu'on appelle le rythme circadien, pour utiliser des mots savants. Bon, circadiès, ça veut dire le long du jour. Hein. Concrètement, le rythme circadien, c'est le rythme jour-nuit. Et les rythmes circadiens ont tendance à être perturbés en ville à cause des éclairages, de la pollution lumineuse, à cause du stress ambiant. Vous vous faites klaxonner, vous avez des chocs dans le métro, etc. Et en fait, ce qu'on voit souvent, c'est qu'en ville,
plus de gens que la moyenne ont tendance à aller à s'endormir avec un taux de cortisol élevé et un taux de mélatonine faible, et à se réveiller avec un taux de mélatonine élevé et un taux de cortisol faible. C'est l'opposé de ce qu'il faudrait. Donc pour nos auditrices et auditeurs, le cortisol n'est pas une mauvaise hormone en soi, c'est l'hormone de stress, c'est celle qui fait qu'on est bien réveillé. Quand on se réveille en pleine forme, en fait, on a un taux de cortisol optimal. C'est bien d'avoir un taux de cortisol élevé, mais le matin au réveil. Or, en ville, ce qui se passe, c'est qu'on accumule du stress, des petits incidents, des petits chocs dans la rue, des petits trucs anxiogènes, et qu'en fait, on accumule le cortisol et qu'on se retrouve à aller au lit avec un taux de cortisol élevé. Ça, c'est le pire. Ça donne des insomnies, etc. Et que, par contre, on devrait avoir un taux de mélatonine, l'hormone du sommeil, élevé le soir, et à pas de bol, on l'a élevé le matin. Donc, c'est le symptôme typique de la personne qui se réveille complètement déboîtée le matin, qui a envie de dormir, et qui n'a pas envie de dormir le soir, et qui se demande pourquoi, et qui se retrouve à blâmer son propre corps pour ça. Ça, c'est une pandémie qu'on a dans les villes, qu'on a beaucoup moins à la campagne. Eh bien, en termes de santé publique, on sait que ça a des impacts, d'ailleurs des impacts supérieurs au coronavirus, pour la petite histoire. Donc, c'est une très bonne chose que ce problème de santé publique se règle petit à petit. Le télétravail s'est avéré pour certaines personnes, on va dire très engagées, peut-être un moment encore plus stressant qu'un travail, on va dire, effectué dans des conditions normales, parce qu'il a fallu se montrer omniprésent, il a fallu aussi réussir à garder en fait la même énergie tout en étant à distance. Donc, est-ce que véritablement ce gain-là, on l'attend ? Mais tout à fait. Le problème du télétravail, c'est que comme c'est assez récent comme tendance de masse, ça existe bien évidemment depuis longtemps, mais comme tendance de masse, c'est récent. Il n'y a pas eu d'étiquette. Donc les gens qui se sont retrouvés submergés par le télétravail, c'est que en fait dans le bureau, on sait qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, on sait qu'il y a des séparations à faire, etc. Même sur le plan social ou autre. Dans certains pays, bien sûr, toute idée de velléité de romance au bureau est extrêmement mal vue. Je pense notamment aux États-Unis. Donc chaque pays a construit une étiquette. On est dans une salle ici où il y a un magnifique pouf pour faire une petite sieste éventuelle. Ça, c'est quelque chose qui est apparu plutôt récemment en France. Avant, c'était considéré. Enfin, on regarde les boîtes du CAC dans les années 80. Ça aurait été considéré comme... On était à 2 doigts du licenciement si on faisait ça. On se permettait de prendre une sieste au bureau. Au Japon, par contre, non. C'est censé... Et ça fait très longtemps, au Japon, depuis les années 70, que faire une sieste au bureau, en fait, est un signe d'engagement suprême, à l'excès même. Ils sont dans l'excès inverse. Donc, une étiquette, une culture, ça se crée. Ça met du temps. Est-ce qu'il est préférable, d'un point de vue, j'ai envie de dire, équilibre, d'avoir peut-être cette différenciation entre le travail et le chez-soi? Est-ce que c'est important d'avoir des barrières, des limites, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient en tout cas bien clairement, enfin des rituels qui permettent de passer à je suis en travail et je suis chez moi? Ou voilà, qu'est-ce qu'on retient de ça? Il y a des personnes qui n'ont aucun problème à faire cette différence. C'est-à-dire, dès qu'elles ferment les paupières, ça y est, elles sont en train de se reposer et le travail pourrait être juste à côté, ça leur poserait aucun souci. Puis il y en a d'autres effectivement pour qui on devrait recommander de mettre en place des barrières, donc de déclarer qu'un certain espace de la maison est dédié au travail et que les autres ne le sont pas. Ça, c'est à déterminer selon le ressenti de chacun, quoi. Si quelqu'un sent vraiment que son travail le poursuit au lit, là, il faut et que ça devient bien sûr un pathogène, enfin en tout cas que ça crée des insomnies, etc. Là, ça vaut le coup effectivement de mettre en place quelques petits rituels et de dire, voilà, il y a un espace bureau dans ma maison. Bon, au passage, c'est ça aussi la conséquence sur l'immobilier et l'économie. On pense que l'immobilier de bureau va peut-être disparaître, que l'idée de zoner, en fait, de déterminer des affectations au parc immobilier va peut-être aussi disparaître, qu'au fond tout sera mixte. C'est ce qu'on voyait beaucoup dans la Silicon Valley. Au départ, Facebook s'était créé certes à Harvard, mais ensuite dans un pavillon de la Silicon Valley, et dans ce pavillon, il faisait ce qu'on appelait des hackathons, donc il travaillait toute la nuit, et ensuite il dormait sur place. L'idée d'avoir du résidentiel qui est aussi un espace de bureau, c'était constitutif de l'identité de la Silicon Valley. En France, c'est interdit, comme on le sait, donc peut-être que ça aussi va complètement changer, et qu'en fait, la simple distinction entre parc de bureaux et parc résidentiel va disparaître. Complètement. Et du coup aussi, ça peut rebattre les cartes, parce qu'on n'aura peut-être plus besoin justement de métro, etc. On sera plus dans cette relation de proximité, mais on aura besoin peut-être de réinvestir au niveau des transports, là je parle des trains plutôt, tout à fait. vers les régions qui sont maintenant, on va dire, malheureusement plus desservies. Il y a quand même eu cet aspect-là. Donc il y a peut-être aussi un enjeu aussi de réaménagement du territoire. On parlait tout à l'heure, on évoquait brièvement l'aspect télécommunication, les aspects transport. Ça peut
en fait, finalement, aller aussi redensifier le maillage, en fait, transport et ouais, tout à fait, réduire les inégalités, parce qu'on sait par exemple que le mouvement des Gilets jaunes était né précisément du fait de ces inégalités. La hausse du prix du diesel avait été un événement déclencheur, mais en fait, le diesel était le moyen de transport, évidemment, dans les zones mal desservies par les transports en commun, et puis pas seulement de transport pour les loisirs, mais aussi pour l'accès aux services, les hôpitaux, les crèches, etc. Et là, si on arrive à redistribuer et redéployer des services mieux sur le territoire, alors on a évidemment, chaque territoire a son histoire. Il y a des pays très décentralisés comme la Suisse et l'Allemagne, où un mouvement des Gilets jaunes était inenvisageable parce que de base, les opportunités d'emploi étaient beaucoup mieux redistribuées sur le territoire. Ce sont des pays fédéraux, et les pays fédéraux, évidemment, ont tendance à mieux redistribuer les opportunités. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si quelqu'un perd son emploi à Berlin, il a de très fortes chances de retrouver le même à Hambourg ou à Munich, alors que si quelqu'un perd son emploi à Paris, il a pas du tout de très fortes chances de retrouver le même à Toulouse ou à Bordeaux. Et ça peut changer en France. Passer d'une ville en Allemagne à une autre, c'est vécu comme un vrai process, on va dire presque d'expatriation. Ouais, oui, c'est vrai, parce que culturellement, voilà, c'est des petits pays en fait, et c'est ça le fédéralisme qui a toujours évidemment des avantages et des inconvénients, mais le jacobinisme en France a créé cette énorme disproportion. Alors, au passage, des gens avaient envisagé l'idée de relocaliser la capitale, même en France, parce qu'il y a des pays qui y sont parvenus, des pays ultra centralisés comme la Turquie, Istanbul, ultra centralisé. La Turquie a une autre capitale qui est Ankara. Donc c'est finalement une des opportunités pour la France, c'est peut-être arriver finalement à bout de cette ultra centralisation. Et si on la saisit, c'est toujours pareil. Ces opportunités, on peut tout à fait passer à côté. On a eu par exemple l'opportunité d'Internet. Alors on est tout de même chez O-Drive, donc on l'a pas tout à fait raté, mais tous les experts de l'industrie .com savent que la France avait une opportunité majeure de jouer un rôle dans la sphère.com, et l'a quand même essentiellement raté. Et j'aimerais vous entendre aussi sur l'aspect, alors le rapport à l'écran. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. On se rend compte que finalement cette situation nous a tous mis face à des écrans, qu'on communique au travers des écrans. Alors à titre personnel, je sais que mes enfants me voient en permanence derrière une kyrielle de photos de personnes qui s'expriment. C'est devenu pour eux tout à fait normal. C'est devenu compliqué pour moi de leur dire d'arrêter de jouer d'ailleurs et d'utiliser les écrans. Peu importe. Est-ce que d'un point de vue en tout cas scientifique, cette nouvelle façon de communiquer au travers des écrans très renforcés par cette situation a un impact sur nos relations sociales? Ou est-ce qu'à long terme, si ça s'instaure, effectivement, ça devient la norme, ça aura un impact sur nos relations, notre capacité justement à être peut-être plus spontané? Je ne sais pas, j'aimerais vous entendre sur le sujet. Alors oui, à chaque fois, quand on redistribue, quand on rebat des cartes, quand on prend un paquet de cartes et qu'on le rebat, on change la distribution des risques et des opportunités, des mains qu'on peut avoir. Donc on va avoir une nouvelle main. On sait aussi que quand il y a un écran, en fait, les gens ont tendance à se comporter moins poliment. Bon, ça tout le monde le sait, sur Internet, le trolling, etc. On est beaucoup plus enclin à la conciliation, en fait, quand on est face à face, même si on se dit, non, moi j'ai l'intuition quand même quand je vois les gens qui se tabassent dans la rue pour une voiture rayée ou quoi. En réalité, quand on met des personnes qui ne sont pas d'accord dans la même pièce, elles ont tendance à se concilier beaucoup plus vite que quand on les met avec des écrans interposés. Donc ça, c'est les mauvaises cartes de cette nouvelle main qui nous est donnée par Parce qu'il y a une notion de distance ou de protection par l'écran. Oui, on sent pas les conséquences. Alors ça, c'est la mauvaise carte de la main, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi donc des bonnes cartes, notamment le fait de pouvoir partager l'expérience entre plusieurs pays, d'être complètement habitué au fait d'avoir peut-être quelqu'un de Séoul en face de nous. Et ça, c'est en fait, il y a quelque chose qu'il faut mondialiser impérativement, c'est l'expérience. Autant je suis plus sceptique sur la mondialisation des matières premières, mais sur la mondialisation de l'expérience, ça, c'est quelque chose qui est brillant à mondialiser. Idriss Aberkane, merci beaucoup. Si j'avais à conclure, mais je vais vous laisser bien évidemment la conclusion, mais en tout cas les pistes que j'entends, c'est, et si j'ai envie de retenir une chose, en tout cas aujourd'hui, c'est que on a les cartes en main, peut-être, pour modifier profondément des choses qui sont effectivement des héritages. On vit tous avec l'histoire, on vit tous avec des héritages, mais on a là peut-être un accélérateur, cette crise sanitaire puis économique et cette remise en question a peut-être un effet d'accélérateur possible pour nous, pour changer radicalement les choses, en tout cas, et reprendre en main peut-être un certain nombre de sujets, et reprendre peut-être un petit peu le pouvoir sur un certain nombre de choses. Mais tout à fait. L'homme est antifragile. On est fait pour survivre aux crises. On a survécu à tous les climats. L'homme de Néandertal était suradapté à l'ère glaciaire. Il avait une mâchoire plus proéminente, il avait un nez plus gros pour survivre au froid, etc. Mais il a disparu parce qu'il n'était pas adapté à tous les climats, contrairement à Homo sapiens sapiens. Nous, on est ceux qui savent s'adapter à tous les climats. On doit pouvoir s'adapter
aussi à toutes les situations, toutes les tendances, et on va y parvenir. Maintenant, concernant nos comportements, concernant effectivement le fait qu'on répète certains comportements, certaines traditions qui sont issues d'un monde qui n'est plus comparable au nôtre. Là, je parlais du fait qu'en France, donc, l'éducation avait un héritage politique que les gens ont oublié et qui font qu'ils répètent des décisions ou des comportements sans savoir pourquoi. Le mot de la fin, c'est que voilà, pour désinstaller ces comportements qui ne sont plus adaptés, il faut faire un audit en quelque sorte. Il faut se demander d'où ils viennent. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où viennent nos prises de décision, d'où viennent nos habitudes. Effectivement, les remettre en question et se réinventer. Merci beaucoup, Idriss. Merci à vous.